le titre en français, ça veut dire qu'un panorama ou bien un point de vue général sur les applications quantiques et les startups ou bien les compagnies qui sont dans cette branche de la science et quelles sont les compagnies ou bien ce que l'Afrique est en train de faire actuellement dans cette discipline de la science. Alors, je suis Lawson Lativi et je viens de IMS Ghana et African Institute for Mathematical Science où je suis actuellement. Et aussi, je suis donc, voilà un point de vue général sur ma personne. Donc je suis dans l'académie, je suis enseignant-chercheur. Et, je suis aussi conférencier comme ceci. J'interviens dans l'éducation quantique et je parlerai de ça plus tard. Qu'est-ce que j'attends par l'éducation quantique? Et aussi, actuellement, je suis en train de suivre une formation en diplomatie quantique. Pourquoi la diplomatie quantique? Parce que nos découvertes aujourd'hui nous conduisent à étudier, à instaurer des lois pour l'utilisation future des technologies quantiques. Donc, je m'intéresse dans cette discipline pour pouvoir instaurer des lois pour garantir la sécurité et de l'avenir. Alors, j'interviens, je suis enseignant dans des universités comme IMS Ghana, African Institute for Mathematical Science. Et c'est un institut qui existe dans 5 pays d'Afrique comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Sénégal et le Rwanda. Donc, il y a certains qui seront intéressés. Alors, cliquez sur l'Internet et vous allez voir que c'est une institution très intéressante. Et nous avons toute l'Afrique réunie ici. Nous leur donnons les formations en, en master. Donc, allez sur le site et cherchez. Et si vous êtes admis, vous avez une bourse entière pour pouvoir étudier ici. Et je suis aussi dans une université qu'on appelle CAF University au Ghana et j'interviens aussi à l'université de Lomé. Donc, je suis de nationalité togolaise et, actuellement, je travaille au Ghana. Donc, sur le plan professionnel, je m'intéresse aux technologies quantiques et dans cet entrepreneuriat. Je suis aussi dans la construction. Je m'intéresse à la génie de construction, comment construire les maisons pour des gens. Et donc, je suis dans cette activité. Alors, en 2018, j'ai eu ma thèse au Bénin en physique théorique et le master en physique mathématique. Alors, actuellement, je travaille avec toutes ces organisations en bas, African Quantum Consortium. Je suis financé par Quantum Leap Africa, qui est une organisation, un start-up qui s'intéresse à l'éducation. Et je suis aussi financé par IMS Ghana, où je travaille actuellement, qui supervise ou bien qui finance mes travaux. Il y a aussi IMS Innovation Center and Research. Donc, c'est une institution qui est basée au Rwanda, qui aussi intéresse, qui finance mes travaux de recherche et dans l'IA, dans tout. Donc, si vous vous intéressez à ces domaines-là, connectez-vous à ces institutions et écrivez-les pour voir dans quelle mesure ils peuvent vous aider. Et aussi, je suis entièrement dépendant de la DAD parce qu'il m'a financé pour mes études en master, doctorat et le postdoc. Et il me permet de faire des voyages en Allemagne et pour rencontrer des experts et discuter. Alors, et pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet, alors je vais commencer par l'aspect un peu théorique, fondamental de ce qu'on appelle le quantique, avant de rentrer dans l'aspect technologique et autres. Alors, qu'est-ce que nous entendons parler de quantique? Alors, avant de parler de quantique, il faut déjà connaître comment notre univers est subdivisé. Si vous voyez notre univers, je peux le classer en 3 catégories. Il y a l'univers à notre échelle, c'est-à-dire qu'on les classe par échelle de longueur. L'univers à notre échelle, comme le monde que vous voyez, vous et moi, et les animaux, tout, nous formons ce qu'on appelle un univers macroscopique ou bien le monde macroscopique. Et ce monde est dirigé ou bien est décrit par des lois classiques.
les lois newtoniennes, les lois de Newton que nous avons étudiées au lycée jusqu'à maintenant. Ensuite, on a le monde des galaxies, des planètes, des systèmes solaires et autres. Donc, c'est un monde méga macroscopique. Ce sont un monde où les objets ont des masses très grandes. Et pour pouvoir décrire ce monde-là, on s'intéresse, on utilise la théorie de la relativité générale de Einstein. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés aussi dans ce domaine-là où vous faites l'astronomie. J'avais suivi déjà la fois passée une intervention sur l'astronomie. Donc, des gens là sont concentrés dans cette discipline. Ils utilisent des outils de la généralité relativité générale. OK? Et maintenant, enfin, nous avons le monde des atomes, le monde microscopique, que nous appelons le monde quantique. Ce sont le monde des particules, des électrons et autres. Et ce monde-là est décrit par une loi qu'on appelle les lois quantiques. Voilà les trois échelles de notre univers. Donc, pour cet exposé, je vais m'intéresser au monde quantique parce que c'est le futur. Et ce monde-là va généraliser les deux autres mondes. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une période où vous devez être content et vous devez être fier d'être né à cette époque et de suivre cet exposé pour ceux qui l'écoutent pour la première fois parce que le monde quantique vient avec une grande richesse, avec une grande outil qui va dévaster tout à votre passage. Donc, qu'est-ce que le quantique ou bien quelle est l'origine du monde quantique? Alors, il faut remercier ces deux pionniers. Déjà, il faut remercier l'Allemand Max Planck qui, pour la première fois, a introduit cette théorie du monde quantique. Alors, comment est-ce qu'il a introduit? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, dans le temps, il y a un problème d'ingénierie qui s'est posé où on a la théorie et on a l'expérimentation. L'expérimentation montre quelque chose et les théories qu'on avait, c'est-à-dire que les théories basées sur les lois de Newton ou bien les lois classiques, les lois physiques classiques, n'arrivent pas à décrire l'expérimentation ou bien les observations. Du fait que nous avons en face un autre monde, un autre outil, donc les lois que nous connaissons avant ne peuvent pas décrire ça. Alors, il a fallu à Max Planck d'imaginer, de faire une hypothèse selon laquelle, si vous prenez la lumière que nous avons, qu'on appelle la lumière blanche, elle a fait l'hypothèse que cette lumière est composée, est discrète, c'est-à-dire qu'elle formée des entités petites qu'on appelle des photons. Alors, quand il a fait cette hypothèse, il a mis dans les calculs, il a vu que sa théorie correspond avec la réalité, ce qu'on appelle la théorie de la boîte noire. Alors, lui, en ce moment, il a juste introduit quelque chose qui a résolu le problème. Et il ne savait pas qu'il vient d'introduire une nouvelle science qui va vraiment généraliser tout. Et après, Albert Einstein, qui est aussi l'un des scientifiques le plus influents du siècle dernier, a compris très rapidement le travail de Planck et il a vu que, bon, avec cette théorie des lumières discrètes, alors on peut expliquer le phénomène qu'on appelle le phénomène photoélectrique. Et c'est d'ailleurs, c'est ça là qui est à la base des photovoltaïques. Et je sais que le Burkina Faso est un pionnier aujourd'hui dans les panneaux photovoltaïques. Alors, quel est le phénomène en fait? On savait que, ou bien les gens ont remarqué que quand vous avez la lumière peut éjecter, peut enlever de certains matériaux des électrons et qui vont entraîner la condition de courant. Alors, on connaissait ce phénomène, on observait, mais on ne savait pas comment l'expliquer ou bien quelle théorie pouvait l'expliquer. Alors, Einstein s'est basé sur la théorie de Max Planck et il a pu expliquer que, bon, en réalité, la lumière était formée des grains de particules qu'on appelle des quantas. Voilà le nom quanta. C'est Einstein qui avait donné les quantas qui sont des photons qui peuvent, à une certaine fréquence, peuvent éjecter des électrons des matériaux pour conduire le courant. Et c'est ça qui donne aujourd'hui le panneau photovoltaïque.
Alors, au début de cette année, ou bien j'étais là, on était dans les années 1880. Et maintenant, c'est une théorie qui vient d'être introduite, mais on ne comprenait pas parce qu'il y a des gens qui étaient sceptiques de cette science-là. Donc, et jusqu'à 1925, donc retenez bien cette date-là. Pourquoi je vous demande de retenir cette date? Et jusqu'à 1925, il y a d'autres scientifiques qui ont essayé d'installer ou bien d'introduire le formalisme mathématique. Alors, comment est-ce que la science fonctionne? Quand vous faites une observation physique ou bien une exploration expérimentale, ce que les gens font, ils essaient maintenant d'introduire la théorie ou bien de le mettre dans un formalisme mathématique pour qu'on puisse faire des prédictions. Parce que maintenant, la théorie va conduire l'expérimentation. Alors, grâce à ces gens-là, Niels Bohr, et Erwin Schrödinger et Paul Dirac et Heisenberg, ils ont pu introduire des théories et ils ont formalisé la mécanique quantique. Et à partir de 1925, la mécanique quantique est devenue une science fondamentale, une science où les gens ont compris que nous avons maintenant une science nouvelle qui peut décrire le monde microscopique grâce à ces quatre-là. Alors, qu'est-ce que le quantique? Déjà, vous allez entendre parler de ce monde, de ce mot-là qui est utilisé par tout le monde. Même, je crois que notre futur, même nos enfants ou bien le nom que nous allons donner à nos enfants seront précédés du mot quantique parce que ça va généraliser tout. Même tout le monde utilise le quantique, mais il y a d'autres qui l'utilisent à tort et à travers parce que bon, c'est une science qui vient collaborer certaines de leurs théories qui existaient déjà. Mais ici, je vais utiliser une interprétation simple et une fois que vous le connaissez, vous le comprenez, c'est fini pour le reste. Le quantique, ça veut dire simplement discrétisation. Et pour comprendre discrétisation, il faut connaître ce qu'on appelle le continu. Alors, si je prends cette courbe maintenant, par exemple, vous voyez, c'est une courbe qui est continue. D'accord, continue, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'interruption. Si je suis en train de le tracer, je le trace jusqu'à ici. Donc, c'est une courbe qui continue. Mais cette courbe-là peut être discrétisée, ce qui veut dire qu'elle peut être formée sous la forme d'un point. C'est-à-dire que cette courbe-là est formée par une succession de points qu'on appelle le discret. D'accord? Le discret, la lumière que vous voyez, ça vous donne l'air que, bon, c'est quelque chose qui est continu, mais en réalité, la lumière n'est pas continue. Il est formé de grains de particules. Si vous utilisez des appareils pour pouvoir le voir, vous allez voir qu'en réalité, c'est formé de petits grains d'éléments qu'on appelle le discret. Donc, bref, le quantique, si on parle du quantique aujourd'hui, c'est comment interpréter notre monde à l'échelle microscopique, à l'échelle discrète, et comment l'échelle discrète fonctionne. C'est ce qu'on appelle le quantique. Une fois que les gens ont pu mettre la main sur la compréhension du quantique, alors, on a eu ce qu'on appelle la première révolution quantique. Et qu'est-ce qu'on entend parler de la première révolution quantique? C'est une fois que la théorie a été instaurée, ou bien les gens ont compris, alors les gens se sont pensés qu'on peut fabriquer des technologies qui peuvent aider notre vie quotidienne. Comment cette théorie, cette science-là peut nous aider à améliorer notre vie quotidienne. C'est là où les semi-conducteurs et les transistors ont été introduits grâce à la théorie quantique. Vous êtes à savoir qu'aujourd'hui, les problèmes géopolitiques que nous avons, c'est dû à ces semi-conducteurs. Si vous suivez les informations, le Taïwan et la Chine qui se battent pour ces genres de trucs. Parce que le Taïwan, c'est une nation qui est spécialisée dans ça. Il y a des experts dedans, ils sont calés dedans. Donc, c'est une technologie bien pointue. Il faut bien maîtriser ça là pour pouvoir le faire. Donc, même, c'est pour cela qu'il y a de ces genres de guerre aujourd'hui. Maintenant, nous avons ensuite le laser. Et grâce au quantique, nous avons
les gens ont pu fabriquer le laser. Et le laser, vous le connaissez, ses utilités, c'est aujourd'hui. Et ils interviennent pratiquement dans toutes nos vies, dans nos télécommandes, dans les appareils, dans les laboratoires. On utilise le laser. Donc, le laser est issu de la théorie quantique. Et nous avons aussi les scanners qu'on appelle les IRM. Si vous avez des problèmes au niveau de votre cerveau et autres, et pour pouvoir diagnostiquer les tumeurs, les cancers au niveau de votre tête et autres, là, on utilise aussi les IRM qui sont d'origine quantique. Les microscopes que nous avons aujourd'hui pour pouvoir visualiser le monde quantique, le monde infiniment petit, c'est dû aussi au quantique, d'accord? Et aussi, nous avons les photodétecteurs, les diodes, qui se trouvent pratiquement dans nos appareils. Alors, voici la première révolution quantique et il a introduit ça. Maintenant, nous entrons maintenant dans la seconde révolution. Dans mon exposé, quelque part, je vous ai dit de retenir la date 1925. 1925 jusqu'à aujourd'hui, cette année 2025, ça fait 100 ans. 100 ans que la théorie quantique ou bien le quantique existe. Et déjà, cette année est décernée comme l'année internationale du quantique et de la science quantique et de technologie et de la technologie. Ce qui a été avancé aujourd'hui, c'est comment est-ce que le quantique peut améliorer notre technologie ou bien comment est-ce qu'on peut introduire le quantique dans nos vies quotidiennes. Depuis 1925 jusqu'à maintenant, on a aussi fait des découvertes. Comment est-ce que ce quantique-là peut nous aider? C'est ce qu'on appelle maintenant la révolution quantique, la seconde révolution quantique. Bref, la seconde révolution quantique, maintenant nous maîtrisons le quantique. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut le maîtriser et maintenant faire des découvertes importantes pour booster notre vie? La première révolution, c'était pour comprendre. On était dans la phase d'initiation à ça. Maintenant, la seconde révolution, c'est maintenant maîtriser, manipuler, sortir des technologies qui peuvent changer notre vie. Alors, si vous voyez déjà en numérologie, ça fait 2025. 2025, si vous sommez cette chiffre-là, ça fait 9. 9 en numérologie, pour ceux qui sont des experts, vont vous dire que le chiffre 9, ça veut dire que c'est la fin de quelque chose. Dans ce contexte précis, c'est la fin des anciennes technologies. Et les technologies que nous utilisons, c'est leur fin cette année. À partir de l'année prochaine, c'est-à-dire 2026, qui fait 10, si vous sommez tous les chiffres qui font 10, qui fait 1, 1, c'est le début de quelque chose. Ça veut dire le début d'une nouvelle technologie. Alors, si vous me suivez ou bien c'est la première fois que vous entendez parler du quantique, sachez que vous êtes chanceux et nous sommes à la veille d'une grande révolution et sans précédent et je vous conseillerais d'acheter le ticket du quantique et intéressez-vous au quantique parce que le monde de demain serait quantique. Si vous ne prenez pas le quantique, vous ne pouvez rien faire, vous serez complètement obsolète. Donc, qu'est-ce que la seconde révolution propose comme technologie qui soit issue du quantique? Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de théories qu'on peut faire, mais le plus proche, la technologie la plus proche qu'on peut améliorer, c'est l'introduction des ordinateurs quantiques. Et qu'est-ce qu'on appelle l'ordinateur quantique? Ici, vous avez notre ordinateur que nous utilisons, c'est notre ordinateur classique, qu'on va dire notre computer ou bien notre laptop. Ici, vous avez les ordinateurs quantiques. Vous allez voir que c'est tellement gros comparé à ceci. Et si vous prenez l'ordinateur classique, au début aussi, c'était tellement gros, cherchez sur l'Internet, vous allez voir que ce sont des grosses machines, mais grâce au circuit intégré ou bien au transistor, on a réduit la taille jusqu'à ce moment, d'après la loi de Moore, d'accord? Mais ici, c'est tellement gros parce que nous sommes au début de ça. Et c'est une opportunité pour vous maintenant de s'intéresser, pour contribuer. Parce que
nous sommes à la veille d'une découverte. Donc, pour l'instant, on ne le comprend pas, comment les choses fonctionnent. Alors, si on parle de l'ordinateur quantique, l'idée, ce n'est pas qu'on va utiliser ceci, d'accord? Ou bien on va changer notre ordinateur que nous utilisons déjà. Non. L'objectif, c'est de changer l'élément fondamental qui permet de coder l'information. Donc, et si vous prenez cet ordinateur classique que nous avons, l'élément qui nous permet de coder l'information, on appelle les bits classiques. L'ordinateur classique fonctionne sur 0 et 1, 0 ou bien 1, soit circuit fermé ou bien circuit ouvert. Donc, il fonctionne sur 0 ou bien 1. Et cette façon de fonctionner est tellement lente. Parce que si vous avez des calculs très denses à faire, le fait que votre ordinateur utilise soit 0 ou bien 1 ralentit les travaux, ralentit les calculs. Vous lancez une simulation, ça peut faire des mois, des années, ceux qui le font, ceux qui connaissent, qui sont dans le domaine. Ça peut prendre beaucoup de temps, comment vous voulez étudier la météorologie et beaucoup de choses. C'est pour cela que les gens ont pensé à utiliser maintenant, introduire les qubits. Les qubits maintenant, il va prendre en compte une superposition de 0 et 1, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser 0 ou 1, maintenant nous allons utiliser 0 et 1. On va utiliser les deux simultanément. Alors, comparé à l'ordinateur classique, on aura l'impression qu'on a pris plusieurs ordinateurs qu'on a mis en parallèle et on a lancé un programme et chaque ordinateur traite le problème à sa façon. Et cette façon de le faire permettra maintenant d'aller rapidement et ça, il promet un calcul rapide. Et vos mots de passe, les codes de sécurité bancaire et autres là, avec cette technologie, seront craqués. Et il n'y aura rien d'intimidité. Toute chose sera bouleversée parce que nous vivons à l'ère du numérique, des données. Donc, avec cette technologie, on peut faire beaucoup de choses parce qu'il va aller très rapidement par rapport à la technologie que nous connaissons. Alors, qu'est-ce que cette technologie permet de faire? Ou bien, quelles sont les prédictions de cette technologie? Alors, les ordinateurs quantiques nous promettent de faire une découverte rapide des médicaments. Vous êtes à savoir qu'il y a beaucoup de maladies aujourd'hui et qui ne trouvent pas de solution. Juste parce que pour étudier certaines molécules qui sont denses, alors nos ordinateurs actuels ne peuvent pas supporter la capacité. Parce que il y a des équations pour résoudre, on ne peut pas les résoudre à la main. Donc, ce qui veut dire qu'on est obligé de faire des simulations pour connaître ces molécules afin d'en fabriquer les ordinateurs, les médicaments. Avec les ordinateurs quantiques, on peut aller rapidement. Les ordinateurs quantiques aussi nous promettent la découverte de certains matériaux qui sont indispensables dans notre vie. Les matériaux qu'on ne connaît pas, qui vont changer notre vie. Alors, il y a aussi, les ordinateurs nous permettent d'optimiser notre logistique. Alors ici, par exemple, vous avez des embouteillages, des trucs. Ce n'est pas qu'on n'a pas des algorithmes pour résoudre ça, mais c'est que les algorithmes qui sont là ne peuvent pas traiter les problèmes qui sont aujourd'hui. C'est tellement dense pour eux qu'ils font qu'ils sont limités dans le temps. Mais avec les ordinateurs quantiques, on peut résoudre ces problèmes de circulation et faire beaucoup de choses. Et la cybersécurité que vous connaissez, que je viens de dire tout de suite là, comment on peut protéger et maintenant nos codes, nos informations, nos données personnelles, les ordinateurs quantiques nous permettent ça. Étudier les changements climatiques parce que c'est un problème aujourd'hui et même certains présidents ne sont pas d'accord ou bien ne sont pessimistes sur le changement climatique, mais c'est quelque chose qui est bien réel, d'accord? Donc, parce qu'on n'arrive pas à les comprendre, si on n'arrive pas à comprendre, c'est parce qu'il y a beaucoup de données à traiter. On n'a pas des ordinateurs capables pour pouvoir les traiter. C'est pour cela que les ordinateurs quantiques sont très efficaces. Comment faire des prédictions météo? Alors, les ordinateurs aussi sont là. Il y a plein de domaines que l'ordinateur promet de résoudre, donc je ne peux pas les citer ici. Mais voilà quelques-uns de ces domaines. Alors,
En se basant sur ça, ma présentation sera structurée en 3 parties. Alors, en première partie, je vais parler des startups et le hardware ou bien les matériels qui constituent les startups. Si on parle de startup, c'est que vous venez avec un matériel qui fait la différence avec les autres. D'accord? C'est-à-dire l'élément de base qui vous permet de créer votre startup ou bien votre compagnie. Maintenant, nous allons parler, pourquoi est-ce que nous allons parler en deux? Pourquoi est-ce que cette personne n'a encore un ordinateur quantique? Parce qu'on n'a pas encore d'ordinateur quantique. Personne ne peut pas dire qu'il a un ordinateur quantique. Mais on a quelques petites machines d'ordinateurs qui ont des qubits, qui peuvent faire des travaux. Donc, en deux, je vais parler des limites des ordinateurs quantiques. Et maintenant, en 3, en dernière position, quel est le rôle de l'Afrique ou bien qu'est-ce que l'ordinateur quantique ou bien le quantique apportera comme solution en Afrique? Et quelles sont les opportunités qu'on peut saisir, notamment au Burkina Faso? Alors, voici quelques-unes des compagnies qui sont intéressées, qui sont lancées, qui investissent des millions de dollars dans ce domaine. Donc, vous avez le IBM. Alors, le IBM, ce qui le différencie des autres, c'est que l'élément de base qu'on appelle les qubits, il utilise ce qu'on appelle les superqubits, superconducteurs qubits. Alors, ces qubits-là sont différents des autres compagnies. Et donc, si vous voyez le Google aussi utilise les mêmes technologies, mais pas de la même façon, pas les mêmes procédés. Donc, aujourd'hui, tout le monde essaie de développer cette technologie pour pouvoir construire leurs ordinateurs quantiques. Donc, si vous avez le monde de demain, si Google dit que j'ai un ordinateur quantique, c'est cette technologie-là qu'il va utiliser, qu'on appelle les superconducteurs qubits de Google. Et pour le IBM, c'est ce qu'il va développer. Alors, tout récemment, cette année, Microsoft a lancé cet appareil qu'on appelle le qubit topologie. Et c'est ce que moi-même je fais actuellement comme domaine. Et je travaille sur comment coder les informations avec les qubits topologiques. Alors, Microsoft est pionnier dans ce domaine. Alors, lui se base sur le fait qu'on peut utiliser la topologie, les mathématiques, pour pouvoir coder l'information. Alors, il a sorti ce processeur la fois passée, en février passé. Et ce processeur peut aussi conduire à la découverte ou bien à la fabrication des ordinateurs du futur. Alors, vous avez les D-Wave, alors qui utilise le quantum annealing, qui aussi est une autre technologie. Donc, et vous avez aussi le Xanadu, qui utilise maintenant les qubits basés sur ce qu'on appelle les photons, les qubits photoniques. Alors, eux, ils utilisent la lumière pour pouvoir fabriquer les 0 et 1. Donc, vous voyez que ces startups-là utilisent des approches différentes et vous avez le Quantinuum de NVIDIA qui lui propose des circuits intégrés du quantique qui est comme ça. Alors, voici les quelques grandes compagnies qui existent. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de compagnie africaine ou bien il n'y a pas de start-up africain. Donc, pourquoi? Donc, c'est parce que nous sommes, comme d'habitude, nous prenons des choses à la légère. Nous n'aimerons pas investir, nous aimerons que les autres le fassent, après nous puissions le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec cette génération, nous devons cesser cette mentalité. Nous devons maintenant le prendre. Parce que tout le monde est au point de départ. Et l'Afrique aussi peut s'investir, peut s'incruster dans cette zone-là. Voilà les qubits qui existent. Alors, comme je le disais avant, aucune des compagnies ou bien aucune des startups peut affirmer aujourd'hui que moi, j'ai un ordinateur quantique. Pourquoi? Parce que les ordinateurs quantiques que nous avons aujourd'hui sont sujets d'erreur. Pourquoi erreur? L'élément de base que nous utilisons, qu'on appelle les qubits, en fait, ce sont les bits qui utilisent des propriétés quantiques, des propriétés microscopiques.
Le monde microscopique est un monde tellement étrange que si vous perturbez juste une petite erreur, une perturbation électromagnétique ou bien une dissipation, cela introduit des erreurs dans votre calcul. Si vous avez, par exemple, ici, j'ai un qubit qui est 1, juste à une perturbation, ce que je vais obtenir 1 à la fin, mais il change de position et il donne qubit 0. Ou bien, je veux que mon qubit soit orienté vers le haut, d'accord? Et ici, je vois qu'il est orienté vers le bas. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui, que les gens essaient de faire. D'accord? Donc, on appelle ce phénomène le phénomène de décohérence. Donc, ce sont des phénomènes, ce sont des limites actuelles pour l'obtention des ordinateurs du futur. Donc, vous voyez que c'est un problème. Et personne n'a encore résolu le problème. Donc, les gens travaillent dans ce domaine-là. Moi-même, je travaille dans cette discipline en utilisant la topologie pour pouvoir stabiliser ceci, et les qubits. Voilà le domaine de recherche dans lequel nous évoluons. Donc, il y a des gens qui s'investissent dans cette discipline. Vous êtes intéressé, vous aimez la mathématique, c'est une discipline entière qui va vous permettre vraiment de vous sentir à l'aise. Alors, mais on a quelques ordinateurs, quelques petites machines qu'on appelle les petits ordinateurs quantiques où on a quelques qubits qui sont stabilisés avec peu d'erreurs. Alors, avec ça, on peut résoudre des problèmes. Donc, les problèmes qu'on peut faire actuellement ou bien ce que le monde s'achève aujourd'hui à faire, c'est de faire des algorithmes. En 2019, Google a annoncé la suprématie quantique, c'est-à-dire que il a dit qu'il a atteint un niveau d'optimisation d'algorithmes très, très, très rapide. C'est-à-dire que ce qu'un algorithme classique peut résoudre en des millénaires d'années, avec l'algorithme quantique sur des petites machines, il a pu faire résoudre le problème en quelques secondes. C'est ça qui aujourd'hui qui fait le buzz aujourd'hui sur l'Internet. Et les gens parlent de quantique. En fait, ils parlent beaucoup sur les algorithmes. Comment ces algorithmes permettent d'optimiser des problèmes. Alors, j'avais cité certains problèmes précédemment. Donc, avec ces algorithmes, aujourd'hui, vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes et le comparer aux problèmes actuels. Vous allez voir qu'il y a une rapidité. Donc, les algorithmes que nous avons aussi, vous avez les algorithmes d'optimisation qui sont très faciles à comprendre. Il suffit juste d'un entraînement et c'est très, 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 très facile. Si vous savez déjà programmer, vous connaissez déjà certains langages de programmation, ce sont des outils qui sont très, très, très simples à faire. Et vous pouvez même, à partir de ça, ouvrir votre startup. Bon, je vais revenir sur ça plus tard. Comment est-ce qu'à partir de ces algorithmes, on peut avoir des startups, résoudre des problèmes de nos vies quotidiennes, proposer des solutions au gouvernement et autres, avec ces algorithmes, avec sur des qubits que nous connaissons. Vous avez les algorithmes qui utilisent des transformés de Fourier. Ici, vous êtes ici dans les fréquences, dans la communication, l'utilisation des ondes pour pouvoir faire beaucoup de choses et que vous connaissez comment les ondes influencent notre vie aujourd'hui. Donc, ces algorithmes sont déjà utilisés. Alors, vous avez aussi les algorithmes qu'on appelle la cryptographie quantique. Et comme je l'avais dit, le quantique va permettre de craquer beaucoup de codes ou bien beaucoup de mots de passe. Alors, il propose aussi des algorithmes pour pouvoir protéger nos données, protéger nos comptes bancaires, protéger nos informations. Alors, il y a ces algorithmes-là qui sont là. Et si quelqu'un qui est intéressé, il peut s'aventurer dans ce domaine-là, proposer des sujets ou bien des solutions de cybersécurité au gouvernement. Les gens sont aujourd'hui à la recherche de ces techniciens. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les informations,
sont distribués. Donc, avec quelqu'un qui est un expert dans cette discipline-là, peut apporter des solutions à nos autorités. Alors, je vais venir sur la dernière partie qui consiste en qu'est-ce qu'est l'Afrique dans tous ces rôles-là. Qu'est-ce que l'Afrique peut apporter? Ou bien, quels sont les challenges ou bien, que nous avons et que l'ordinateur quantique s'avère très important pour notre utilisation d'aujourd'hui. Et comme je l'avais dit, tout le monde doit faire le quantique. Tout le monde doit s'intéresser au quantique. Sinon, vous serez dépassé par le monde de demain. Déjà, à partir du monde de l'année prochaine, si vous ne prenez pas le train en marche, et ça serait vraiment très difficile de suivre comment est-ce que les choses vont. Donc, c'est une opportunité de s'intéresser au quantique. On ne demande pas d'avoir de l'expert, mais ce que je présente même, et on n'a pas besoin d'avoir un très background, mais avec une petite formation, déjà, vous pouvez déjà commencer par appliquer le quantique dans votre vie. Alors, déjà, l'Afrique, il faut déjà recenser les forces et les faiblesses de l'Afrique. Alors, en termes de force, l'Afrique a un capital humain énorme. Nous avons des jeunes dynamiques, pleins de vie, qui veulent résoudre le problème. Nous avons raté la première révolution parce que nous étions dans l'esclavage, dans la colonisation. Mais la deuxième révolution, je crois que c'est l'Afrique qui est dedans parce que nous avons une population dense, forte, et que l'Afrique peut utiliser cette force-là pour pouvoir le faire. Alors, nous avons des ressources stratégiques. Vous savez que la guerre aujourd'hui, c'est tourne autour des ressources naturelles et qu'on appelle les éléments rares. L'Afrique possède tout ça là. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'ordinateur quantique pour pouvoir résoudre ces problèmes? Nous avons des problèmes de comment problem driving innovation et comment on peut innover. L'Afrique a déjà du talent pour pouvoir innover beaucoup de choses. Donc, nous avons déjà certaines dispositions naturelles qui nous permettent aujourd'hui de se lancer dans ce domaine du quantique. Donc, ce n'est pas une excuse. Donc, c'est juste une petite formation, c'est juste une remise à niveau et vous allez voir que vous avez la chose en vous. Vous devez dégager, il faut juste activer ça. Maintenant, sur le côté faiblesse, et nos gouvernements ne s'investissent pas dans le quantique. Ils sont toujours, comment est-ce qu'on dit le mot? Ils sont toujours, ils sont limités, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas à la science, parce que la plupart de nos gouvernements ne s'intéressent pas à la science. Ils attendent que l'Europe introduise quelque chose, on puisse l'utiliser. Donc, il y a une limitation d'investissement dans la science. On a dit que d'utiliser 1% de nos PIB dans la science, mais ça aussi, c'est difficile. Donc, on a ce problème. On a des problèmes d'infrastructure. Et par exemple, l'Internet qui n'est pas là. Et comment est-ce que sans Internet, on peut faire le quantique? Donc, on a tous ces problèmes d'infrastructure qui existent. Maintenant, un autre problème que nous avons, les peu d'experts que nous avons, il y a la fuite des cerveaux qui vont dans les laboratoires très grands pour aller et trouver une vie meilleure. D'autres sont obligés de traverser l'océan pour aller de l'autre côté pour voir, alors que l'Afrique, c'est la terre bénie, la terre des opportunités. Alors que nous partons, il y a des Blancs qui viennent ici pour pouvoir prendre nos places et nous occuper. Donc, nous devons nous réveiller. Alors, nous avons aussi, comme je l'ai dit, une faiblesse des décisions politiques. On a besoin de ça. On a besoin que nos gouvernements s'intéressent, nous encouragent et investissent dans les trucs, dans la science pour que nous puissions vraiment aider l'Afrique à devenir ce qu'il était avant. Alors, comment est-ce que, à mon niveau, le quantique peut aider l'Afrique? Alors, pour l'instant, compte tenu des faiblesses que nous avons, peu d'investissement dans le quantique, mais il y a certains problèmes que déjà à notre niveau, on peut déjà commencer par faire. Et le problème, par exemple, que je l'avais mentionné, les algorithmes. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller créer un puce quelque part qui demande des millions d'investissements, mais
avec ces algorithmes, on peut déjà résoudre des problèmes de santé. Et au Sénégal, il y a déjà des startups là-bas qui s'investissent, utilisent des algorithmes avec le IA pour pouvoir résoudre des problèmes. On peut proposer des problèmes de finance et de cybersécurité au gouvernement ou aux gens qui s'intéressent à ça. Résoudre le problème d'optimisation logistique, comme je viens de le dire, les trafics qui sont là. En 3 semaines, il y a de cela 3 semaines, j'étais en Côte d'Ivoire. Il y a un problème d'optimisation qui s'était passé, que j'ai vu. Ah, effectivement, ça, c'est une très bonne opportunité. En fait, je devais prendre un bus à la gare Sud pour venir à Cocody. Alors, le problème qui s'est posé à la gare Sud, il y a beaucoup de bus qui sont là et qui ont des destinations différentes. Alors, au niveau de la gare qui a pour destination Cocody, il y a beaucoup de monde là-bas. Beaucoup de monde, mais il y a peu de bus qui sont alloués au nombre de personnes, qui fait que ça a donné un problème, un cafouillage total. Alors, quand moi j'ai vu ça, je me dis, ah, actuellement, je travaille sur un algorithme d'optimisation. Peut-être ils ont des algorithmes, mais les algorithmes ne sont pas rapides. Mais si je propose mon algorithme, c'est un problème très rapide et compte tenu du temps, compte tenu de l'heure, alors on peut intégrer ça et voir combien de bus qui seront alloués à chaque destination. Nous avons ce problème-là pratiquement partout dans nos villes. Donc, on n'a pas de solution. Les algorithmes quantiques peuvent nous faire ça. Alors, comment utiliser, intervenir dans la découverte des médicaments? Nous avons des produits traditionnels qu'on n'arrive pas à les utiliser. Alors, les ordinateurs quantiques vous permettent de faire. Il y a les engrais dans l'agriculture et autres. Alors, dans l'éducation, puisque l'Afrique, c'est une science nouvelle, il n'y a pas beaucoup d'experts, je propose qu'on s'intéresse dans l'entraînement des étudiants, on forme les gens dans cette discipline-là. On n'a pas besoin d'avoir un très background, mais juste l'essentiel pour que la personne puisse le faire. On n'a pas besoin d'aller appeler encore un blanc de l'autre côté pour pouvoir entraîner nos étudiants, mais quelque chose qu'on peut aujourd'hui entraîner de façon. Au Ghana, ici, on a déjà commencé par entraîner aux étudiants, aux algorithmes et comment utiliser les algorithmes quantiques pour résoudre des problèmes. Alors, nous devons aussi entraîner aussi les futurs décideurs, les futurs politiciens à savoir comment est-ce que le quantique va évoluer. Parce qu'aujourd'hui, le TikTok, le bruit que TikTok fait n'a rien à comparer à ce que le quantique va faire de demain. Donc, il faudrait qu'on forme des gens sur l'utilisation, à mettre des lois conséquentes pour qu'on puisse utiliser le quantique pour de bons usages. Former des diplomates, comme moi-même je le fais actuellement, je prends des cours en diplomatie quantique pour pouvoir prévenir l'utilisation du quantique. Maintenant, pour les laboratoires, il faut construire des laboratoires. Et les laboratoires, il faut que l'Afrique ait son start-up. Il ne doit pas utiliser des choses venues d'ailleurs. Donc, on a besoin de nos start-up qui utilisent nos puces. Et ce n'est pas un puce qui sera envoyé de quelque part et qui sera, nous sommes à chaque fois supervisés ou bien enquêtés par des organismes internationaux et autres. Donc, il faudrait que nous créions notre propre laboratoire et résoudre notre propre problème. Alors, si je parle de laboratoire ou bien de start-up, ce n'est pas qu'il n'y en existe pas. Il y a des start-up déjà en Afrique, mais ils sont très peu, très peu, compte tenu de la taille du continent. On a tellement peu de choses. Donc, on a l'Africa Consortium qui est déjà construit cette année. C'est juste cette année qu'il est introduit, qui s'est réveillé. Donc, on a besoin plus d'organisations, plus de start-up qui s'investissent déjà dans le truc. Alors, on a le Quantum Leap Africa qui déjà existait maintenant. Je crois que ça doit faire une 5 ans ou bien il s'approche de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, et qui fait la fierté africaine. Et on a aussi un start-up ou bien un start-up en Afrique du Sud qu'on appelle le Sakuti et qui est dans la recherche et dans l'innovation technologique.
Et aujourd'hui, je viens de trouver le CINA qui vient de prendre son envol et je crois que ça va continuer dans cette direction et à vouloir créer, à faire du quantique un start-up du futur au Burkina Faso. Et moi, je suis vraiment intéressé à apporter mon aide. Et on a aussi EMS qui est déjà pionnier dans cette discipline-là. Et ils ont créé tout récemment, ça fait 2 ans, un centre de recherche et innovation. Ils sont spécialisés dans l'éducation, dans le training, dans les start-up du futur. Et comment est-ce que l'Afrique peut aussi résoudre des problèmes du quantique du futur. Alors, les stratégies de recommandation, je l'avais déjà dit, ça peut être une technologie et on doit investir dans le capital humain, dans l'éducation de qualité et créer des écosystèmes quantiques où les chercheurs se rencontrent, les investisseurs sont regroupés pour pouvoir financer, aider les jeunes. On doit aussi apporter le quantique au niveau du secondaire. C'est très important parce que tout commence de là. On doit commencer par les familiers, même penser aux primaires aussi. C'est très important. Comment est-ce qu'on peut ramener et ça. Donc, moi, ça, on ne peut pas le faire. Peut-être d'autres seront plus ingénieux et prendre leurs informations quantiques et le ramener à nos enfants qui sont au primaire afin de les préparer pour le monde du futur. Créer des groupes de recherche qui sont financés par nos gouvernants. Financés par nos gouvernants. Parce que si nous sommes financés par nos gouvernants, on n'aura pas la même mise sur nos technologies. On ne sera pas imposé de faire une telle discipline de recherche qui va répondre aux problèmes du colon. Mais on doit résoudre nos propres problèmes et cela a besoin d'un financement de nos dirigeants. Donc, c'est très, 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 très important. Et maintenant, comment faire le business du quantique? Donc, peut-être mon collègue va introduire ça, comment on peut faire du business dans le quantique. Et mon collègue aura le temps d'expliquer comment, ceux qui ne sont pas du domaine, mais comment il peut faire de l'argent avec le quantique. Ce sont des trucs qui existent déjà. Il faut du training et de l'information. Et puis, je pense que avec vous et avec notre engouement, on va construire une plateforme ou bien on va former des gens capables pour l'Afrique de demain dans le cadre du quantique. Merci beaucoup pour votre attention. Yes, good mornings, everybody. Good Yeah. morning, sir. Yeah, morning. Okay. Je vais essayer de parler français un peu. OK. Et merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup pour le travail abattu derrière tout ça et aussi le challenge de vouloir nous faire comprendre le quantique. Et moi, ma question est relative beaucoup plus à la visualisation du monde de demain. On est en train de parler de nouvelles technologies et pour parler de quantique, de ses apports. Quel lien on peut faire avec le contexte actuel du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest en général? Et quels sont les liens qu'on peut faire aussi avec la nouvelle technologie de l'intelligence artificielle pour harmoniser le quantique et l'intelligence artificielle? Si vous voyez, l'intelligence artificielle nous a pris par surprise. Ce n'est pas que l'intelligence artificielle n'existait pas, ça existait depuis. Mais avec le ChatGPT en 2023, qui a révélé l'existence de l'intelligence. Vous avez vu l'accélération du monde, comment est-ce que les choses se sont accélérées juste en 3 ans. On n'arrive pas à avoir la main sur rien du tout. Alors, comparé au quantique, l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un petit frère. Déjà, c'est pour cela que je lance une sonnette d'alarme pour que on puisse se préparer pour le quantique. Alors, le quantique, pour l'intelligence artificielle, ça serait vraiment un boost, ça serait vraiment une rapidité absolue.
Ce que le quantique apporte, c'est la rapidité des informations, la rapidité des choses. C'est ce que le quantique apporte. Ce que vous pouvez faire des années, le quantique vous dit que vous allez le faire en quelques secondes. Donc, si on introduit le quantique, déjà, c'est déjà introduit, mais pas à grande échelle, c'est que l'intelligence artificielle deviendra encore méga super fort. On ne peut pas le contrôler. Donc, et il y a un autre aspect. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour tourner un code de ChatGPT, vous savez combien d'énergie que ça consomme? Vraiment, ce sont des énergies qui représentent plus de 20 000 ou bien plus d'une centaine de foyers d'électricité juste pour tourner un ChatGPT. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui utilise beaucoup d'énergie et l'utilisation de cette énergie détruit notre environnement. Nous savons les sources qui détruisent notre environnement. Mais avec le quantique apaise la solution et dit que, bon, je vais vous proposer une énergie très minimale pour faire un grand travail. Vous regardez ce qui se passe là, le quantique, je vais diminuer le coût d'énergie, mais je vais augmenter la rapidité. Donc, ce qui veut dire que le problème d'énergie ne sera plus question aussi. Donc, nous aurons le fait vrai pour l'intelligence artificielle. Donc, voilà déjà un danger, et je vais dire un danger ou bien une opportunité pour nous. Et maintenant, en ce qui concerne le problème en Afrique et en particulier le Burkina Faso, nous faisons face au terrorisme, nous faisons face à beaucoup de problèmes. Et je vais m'appesantir beaucoup sur le problème que nous rencontrons. Le problème du terrorisme qui est un problème aujourd'hui qui dérange tout le monde. Tout le monde a peur. Imaginez qu'aujourd'hui, ces gens-là, on la met sur des technologies comme ça. Alors, quelle sera notre vie? Quel sera l'avenir de notre enfant? Donc, ce qui veut dire que le quantique viendra renforcer le mal ou bien viendra renforcer le bien. Voilà la proposition du quantique. Ça dépendra de notre utilité ou bien de comment on va le faire. Si les gens se bataillent pour avoir le quantique à leur faveur, nous aussi, pour faire de mauvaises choses, nous aussi, on doit se battre pour avoir le quantique, pour faire de bonnes choses, pour contrecarrer leur situation. C'est pour cela que je demande à nos gouvernements de se lancer dans ça. Parce que on ne va pas courir derrière les gens pour que, bon, s'ils ont développé des technologies quantiques pour prendre nos terres, pour prendre nos ressources, piller nos ressources là, et ils ne vont pas nous donner les solutions, parce que ça va à notre désavantage. Donc, à nous maintenant de trouver les moyens aussi de développer notre propre technologie pour pouvoir le contrer. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, nous ne devons pas penser que la solution viendra de l'extérieur, ou bien quelqu'un viendra nous aider. Nous avons les têtes. Juste, il faut du soutien. Juste du soutien, simplement. Parce que on a vu que le blanc, excusez-moi l'expression, si les gens se sont offensés, il a juste devancé, il nous a juste devancé dans l'information. Ils ont des universités qui faisaient des millions d'années, je vais dire des millénaires d'années. Nous, la plupart de nos universités viennent d'avoir, non pas encore 100 ans. Vous voyez l'écart. Nous sommes tellement en retard. Donc, ce qui veut dire qu'ils nous ont juste devancé dans beaucoup de choses. Et ils ne sont pas prêts à nous livrer leurs connaissances. Alors, avec la jeunesse, avec l'engouement aujourd'hui, je pense que on doit aussi travailler dur pour pouvoir, ne serait-ce que nous défendre, sauver notre peau. Voilà, parce que la bataille est très, très dure. Merci beaucoup. Moi, j'ai deux questions. La première est la suivante. Quels sont les défis techniques et financiers que font face les startups de quantique? Et la deuxième question est de savoir quels sont les algorithmes phares du quantique actuellement sur le marché. Ok, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre question. Alors, les défis, comme vous l'avez précisé, nous avons des défis financiers.
Et c'est que nous ne sommes pas soutenus. Il n'y a pas d'investissement de la science en général en Afrique. Les gouvernements ne s'intéressent pas, ne s'investissent pas dans la science, dans la formation. Et voilà l'un des problèmes, parce que sans des investissements dans l'humain, dans le capital humain, on ne peut rien faire. Si je prends l'exemple de la Chine, et la Chine qui était en temps vraiment très sous-développée, même l'Afrique le dépasse. Aujourd'hui, la Chine devient une puissance aujourd'hui. Ils ont un capital humain dans le temps qui leur causait des problèmes. Mais ils ont pensé que, bon, comment est-ce qu'on peut faire de ce capital humain faire une force? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi dans l'éducation, dans l'entraînement. Et ils ont envoyé leurs étudiants à l'extérieur pour aller apprendre et venir. En temps, on se moquait de la science qu'ils sont des copieurs. Ils copient simplement. Non, c'était une stratégie. Pour apprendre, il faut copier l'autre parfaitement pour pouvoir innover. Aujourd'hui, est-ce qu'on attend parler de la Chine comme un copieur? Ils sont des innovateurs. Donc, on doit investir dans le capital avec la même chose. On doit copier exactement comment la Chine l'avait fait. Et nous aussi, avec la grâce de Dieu, on va devenir ce que on était avant à l'époque. Donc, voilà les défis techniques que nous avons aujourd'hui. Et voilà, c'est l'un des problèmes, financement dans l'éducation, dans l'entraînement et apporter des investisseurs dans cette zone. Maintenant, ce qui concerne des algorithmes, comme je viens de le dire, ce qu'on peut commencer par faire, c'est faire des algorithmes pour pouvoir résoudre des problèmes. Alors, j'avais précisé dans mon talk, par exemple, les algorithmes d'optimisation. Ici, par exemple, les algorithmes d'optimisation. Ici, peut-être je vais le prévoir. Voilà, ici, on a plus précisément les algorithmes d'optimisation. Et ces algorithmes, qu'est-ce que ça veut dire, optimiser quelque chose? Je prends un exemple. Vous allez au supermarché, ou bien vous allez au marché pour aller acheter votre habit ou bien quelque chose. On vous donne le prix de cet habit, on vous dit que c'est 10 000 francs. Bon. Si vous avez de l'argent, vous pouvez donner sans discuter. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'argent, comme moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par débattre le prix. Diminuer le prix jusqu'à ce que le prix soit convenable à notre poche. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Ce que vous venez de le faire, vous venez d'optimiser votre problème de départ. Vous avez réduit le problème. La chose, quelqu'un peut l'acheter à 10 000 francs sans se soucier, mais la même chose, vous l'avez acheté à moins de coût. Donc, ce n'est plus le problème du truc. Donc, c'est un problème vous avez minimisé le problème à un problème très simple à le faire. Voilà, ce sont les algorithmes là qui sont aujourd'hui, qui sont maintenant populaires en Afrique. Tout récemment, nous avons lancé un cathaton, c'est-à-dire un concours d'algorithmes. Alors, nous avons résolu des problèmes d'optimisation d'énergie. Par exemple, en Afrique, au Ghana, par exemple, nous subissons un problème de délestage. Et nous avons des villes qui sont des grosses populations. Alors, comment est-ce qu'on peut optimiser le délestage de telle sorte que des villes qui ont une petite population, eux aussi peuvent bénéficier du délestage? Si une ville qui a plus de, disons, 1 million d'habitants, alors le délestage là-bas doit être conséquent par rapport à une ville qui a une faible population. Donc, comment distribuer ces poids de délestage? C'est un problème d'optimisation. On ne sait pas le faire correctement. Les problèmes à l'hôpital, nos santé. Et comment aujourd'hui optimiser la circulation? Les changements climatiques, on a beaucoup de données qu'on n'arrive pas à le faire à tourner. Donc, ces algorithmes d'optimisation vous permettent maintenant de résoudre à moindre coût ou bien à un temps record ces problèmes. Donc, pour répondre à votre question, les algorithmes d'optimisation sont aujourd'hui quelque chose qui sont très faciles
et à apprendre, et ça vous permettra même de commencer par résoudre des problèmes du quotidien, proposer des solutions avec des petits ordinateurs ou bien des devices que nous avons, des solutions à ta communauté ou bien à ton pays. Merci beaucoup. Ok, il y a Banabé qui pose la question. Banabé, s'il vous plaît, vous pouvez poser votre question. Merci, docteur, pour cette brillante prestation. Merci beaucoup. Et ma question est relative à la particularité des ordinateurs quantiques. Qu'est-ce qui les rend aussi particuliers, parlant de leur puissance? Ok, merci beaucoup. Et également, j'aimerais savoir quels sont les langages utilisés pour la programmation quantique. Merci beaucoup. Ok. Pour répondre à votre question, ce qui rend les ordinateurs quantiques, c'est que si vous prenez l'ordinateur classique, ce que nous utilisons actuellement, il se base sur les bits. Les bits sont une succession de 0 et 1. C'est le langage de l'ordinateur. C'est ce que l'ordinateur comprend. Donc, maintenant, soit 0 ou 1. Mais les qubits, maintenant, vont prendre 0 et 1 simultanément. C'est comme si notre ordinateur fonctionne en série. Il va résoudre des problèmes. Quand il finit, il va attaquer l'autre, qui fait qu'il y a une lenteur. Mais avec les ordinateurs quantiques, il va traiter plusieurs problèmes à la fois. Voilà la particularité du fait qu'il va utiliser ce qu'on appelle la superposition. Vous utilisez, c'est comme si vous superposez, vous prenez deux ordinateurs pour résoudre un problème. Chacun va essayer de traiter le problème à son niveau. Alors que si vous prenez l'ordinateur classique, il va essayer de traiter le problème. Quand il finit le premier problème, qui peut-être va prendre beaucoup de temps, il va attaquer le second problème. Alors que ici, l'ordinateur ici va prendre le problème de façon parallèle et résoudre le problème en un temps record. Voilà la particularité et la force de cet ordinateur, ce qu'on appelle la superposition. Il utilise quelque chose qu'on appelle aussi l'intrication. L'intrication est le fait que quelque chose, vous avez deux éléments, ou bien deux jumeaux, ou bien je vais dire deux particules, qui peuvent être séparés à de très longues distances. Quelqu'un peut être en Chine, une autre particule qui est en Chine, et l'autre est ici au Burkina Faso. Vous touchez la particule qui est au Burkina Faso, ça communique directement une information à la particule qui est en Chine, qui fait que vous avez une information instantanée qui est indépendante de la distance. Donc, l'ordinateur quantique aussi utilise cette technologie qui pour rendre encore plus rapide votre algorithme. Voilà les deux spécialités de l'ordinateur quantique que l'ordinateur classique n'a pas. Voilà, c'est pour cela que les gens s'intéressent à ça, à la rapidité. Et maintenant, en ce qui concerne les algorithmes qui sont utilisés, je vais dire, et je maîtrise beaucoup les algorithmes d'optimisation. Et dans les algorithmes d'optimisation, on appelle ça Variational Control Algorithm. Ce sont des algorithmes qui utilisent les circuits, ou bien on appelle le problème variationnel mathématiquement parlant. Alors, ces algorithmes, il est composé de trois types d'algorithmes que les gens utilisent. On a les algorithmes Variational Control Eigensolver, qui sont des algorithmes qui nous permettront de découvrir rapidement des médicaments, parce que ces algorithmes, leur objectif est de trouver l'état fondamental d'une particule. Donc, pour ces algorithmes, l'objectif, c'est de pouvoir trouver les états fondamentaux des particules qui seront utilisés dans la détection des médicaments. Donc, voilà ces algorithmes qu'on appelle VQI. Vous pouvez les chercher. Il y a deux algorithmes d'optimisation combinatoire. Par exemple, je viens de citer le problème de circulation, d'optimisation de trafic. Ces algorithmes sont tellement bons dans ces genres de problèmes qu'on appelle Optimal Quantum Algorithm Optimization. Donc, ce sont ces algorithmes-là qui vont vous permettre de résoudre des problèmes de trafic, comment on peut délestage, problèmes qui sont liés à la combination, d'accord, au combinatoire.
Donc, ces algorithmes sont là. On a aussi le troisième, les algorithmes de Quantum Neural Network. Ce sont des générations des réseaux de neurones à la version quantique. Voilà. Donc, ce sont ces trois puissants algorithmes aujourd'hui qui sont utilisés d'après ma recherche, parce que je suis dans cette discipline-là. Maintenant, on a d'autres types d'algorithmes. Bon, je ne peux pas, que je ne maîtrise pas, mais il y a mes collègues qui maîtrisent ça. Donc, dans ce que je fais actuellement, les algorithmes d'optimisation sont tellement très puissants et c'est ce que la plupart utilisent aujourd'hui pour résoudre des problèmes de la vie réelle. Parce que je m'intéresse aux problèmes de la vie réelle et les algorithmes d'optimisation que j'avais donnés nous permettent. Vous cliquez sur le net, les algorithmes quantiques d'optimisation, il va vous donner les trois versions qui existent. Vous prenez un, vous intéressez, comment ça fonctionne, et vous prenez un problème de la vie quotidienne. Juste, il faut avoir des données et vous allez voir comment est-ce que ça rend votre chapitre rapide. Voilà. D'accord, merci bien. Merci pour la présentation, docteur Letivi. J'ai juste une question par rapport à la communauté. Est-ce qu'il y a une communauté qui évolue derrière cette technologie d'optimisation, algorithme d'optimisation? Est-ce qu'il y a des communautés qui existent dans lesquelles on peut s'intégrer pour rapidement, si on veut évoluer en fait dans ce volet-là de l'IA? Ok. Très bonne question, très bonne question. Alors, si j'entends parler de communauté, et qu'il y a déjà, je vais dire, des startups que j'avais déjà annoncées, les IBM, ils ont déjà résolu des problèmes, certains problèmes très simples. Alors, donc, il y a la communauté de Qiskit. Je vais l'écrire ici. Qiskit, d'accord. C'est cette communauté qui est déjà... il y avait quelqu'un qui avait posé un problème de langage que j'avais oublié. Donc, je vais essayer de répondre en même temps. Le Qiskit, c'est un langage d'optimisation, un langage d'algorithme, d'accord. Vous pouvez cliquer sur ça. Et le Qiskit, là, c'est un langage de IBM qui est basé sur le Python, d'accord. C'est une librairie de Python, d'accord. Donc, il y a une communauté là-bas qui ont déjà fait des travaux, certains travaux de base. Donc, vous vous intéressez à ça, vous allez sur leur site, vous prenez le problème qui vous intéresse. Des problèmes tellement simples, ils ont donné des exemples avec les algorithmes qui sont là. Alors, vous rentrez dans cette communauté, vous allez sur leur site, vous allez voir déjà des problèmes qui sont déjà résolus. Et maintenant, vous prenez, vous l'adaptez à votre condition avec ces algorithmes. Donc, il y a la communauté de Qiskit qui est déjà là, qui est un langage. Il y a ce que moi j'utilise, la communauté que j'utilise, PennyLane. Alors, c'est un langage aussi d'optimisation qui utilise aussi des problèmes simples là qui ont été déjà résolus, d'accord? Et aujourd'hui, on ne crée pas. Il y a des experts qui ont déjà créé certains problèmes donnés. Alors, nous, maintenant, on essaie de prendre ces problèmes-là, adaptés à notre condition. Donc, vous tapez PennyLane, il va vous envoyer sur leur plateforme avec un grand template de problèmes, ce qui vous intéresse, vous le faites. Il y a le Q-Quantum, Q-Bronze, je crois que Q-Bronze, quelque chose comme ça, qui donne aussi des formations dans ce sens. Là, je vais discuter avec Monsieur Bassongo, qui est une communauté qui forme des étudiants. Alors là, vous pouvez le faire en ligne, d'accord? Quand vous faites en ligne, vous résolvez, ils ont des problèmes déjà sur leur site, vous répondez à cette question-là, ils vont vous donner des attestations à la fin. Et vous allez voir sur les LinkedIn, certaines personnes mettent ces attestations. C'est parce qu'ils ont suivi ces cours-là, qui sont en ligne, ils ont résolu leurs problèmes qui sont là-bas et le truc-là donne une attestation de participation. Avec cette attestation-là, c'est déjà valide. Vous pouvez présenter ça quelque part, montrer que j'ai eu une formation aux algorithmes quantiques et les gens vont vous prendre au sérieux, même si vous demandez à ces entreprises-là de vous intégrer dans leur système et autres là, c'est très rapide.
Voilà, à ma connaissance. Il y a d'autres aussi qui m'échappent, mais voilà quelques-unes de ces communautés qui sont en fait des langages d'algorithmes quantiques que vous pouvez consulter, même dans votre chambre, là, résoudre des problèmes seuls en suivant les modèles. Et cherchez notre université, EMS Ghana, Oui, et c'est un Ghana. très bon institut. Et nous formons des étudiants pratiquement dans toute l'Afrique. Nous leur donnons une bourse entière de 1 année. Ils vont faire le master. Et même ces trucs-là, nous leur donnons déjà ces formations-là. Allez sur leur site. Déjà, l'inscription cette année pour bénéficier de la bourse est déjà close. Mais déjà en décembre, il y aura une application qui sera sur le site. Je vais faire parvenir à monsieur ou bien dans le chat lorsque l'application sera lancée. Comme ça, vous appliquez, vous venez à IMS. Vous allez rencontrer des experts dans le domaine et ensuite, peut-être vous allez encore avoir d'autres opportunités pour faire des trucs. Donc ici, on forme aussi en entrepreneuriat aussi. On nous donne le système anglophone est complètement différent du système francophone. On vous donne la théorie aussi, on vous donne aussi l'entrepreneuriat. Pour ceux qui, à la fin, veulent rentrer dans l'industrie, ils peuvent aller rapidement dans l'industrie sans aller se battre avec l'académie. Et d'autres qui veulent continuer, on leur donne aussi l'opportunité de continuer. Voilà ce que nous faisons à EF. Si vous êtes intéressés, vous serez les bienvenus.